Elle descendait l'escalier de marbre, la lumière dorée caressant ses cheveux sans se douter de rien. 3 sœurs aux yeux noirs lui tendirent des papiers. Elle signa, brisée, 48 heures pour accepter. Des voitures noires encerclèrent la maison. Un homme gris la regarda. Certaines erreurs n'ont pas de retour. 15 minutes suffirent pour vendre une vie. La maison de 3 étages se dressait dans le quartier de Belleville, comme un monument au passé bourgeois de la famille Moreau. Derrière ces murs de pierre grise, l'argent coulait encore, mais l'amour s'était évaporé depuis longtemps. Camille, 22 ans, descendait l'escalier de marbre avec cette grâce naturelle qui rendait ses 3 sœurs malades de jalousie. Elle ne le savait pas encore, mais chaque pas qu'elle faisait vers la cuisine ce matin-là la rapprochait de son propre calvaire. « Papa nous a laissé un héritage compliqué », murmurait Sylvie, l'aînée de 28 ans, en remuant son café, avec une lenteur calculée. Ses yeux noirs ne quittèrent pas la silhouette de Camille qui préparait son petit déjeuner. Très compliqué. Margot et Céline, les jumelles de 26 ans, échangeaient des regards entendus. Elles avaient passé la nuit à élaborer leur plan. Et maintenant que leur père reposait sous terre depuis 1 semaine, plus rien ne les retenait. L'accident de voiture qui avait emporté leurs parents sur l'autoroute A6 n'était qu'un détail, administratif pour les 3 sœurs. Camille, elle, pleurait encore. Ses larmes les dégoûtaient. Cette pureté, cette innocence, cette capacité à ressentir la douleur sans calcul leur paraissait obscène. Camille était tout ce qu'elles avaient cessé d'être. Authentique. « Il faut qu'on parle », déclara Sylvie en reposant sa tasse avec un bruit sec qui fit sursauter Camille. Tous les 4. Maintenant. Le ton ne souffrait aucune discussion. Camille leva les yeux de ses tartines, surprise par la froideur de sa sœur. Depuis l'enterrement, l'atmosphère de la maison s'était glacée, mais elle attribuait cela au chagrin. Elles s'installèrent dans le salon, sur les fauteuils de cuir bordeaux que leur père affectionnait. Camille remarqua que ses sœurs avaient choisi de s'asseoir face à elle comme un tribunal. Un détail qui l'inquiéta sans qu'elle comprenne pourquoi. « Papa t'aimait beaucoup », commença Margot avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. Peut-être trop. Céline approuva d'un hochement de tête. Il t'a tout légué, Camille. L'entreprise, la maison, les comptes en banque, tout. Les mots tombaient comme des pierres dans le silence du salon. Camille ouvrait la bouche pour protester, mais Sylvie l'interrompit d'un geste sec. Nous, ces 3 autres filles, nous n'avons rien reçu. Rien du tout. Le mensonge était énorme, mais Camille ne connaissait rien aux affaires de leur père. Elle ignorait que l'héritage avait été équitablement réparti, que chacune d'elles possédait désormais des parts égales dans l'empire financier familial. Elle ignorait aussi que ses sœurs avaient déjà liquidé leurs parts en secret, vendant à prix bradé pour empocher l'argent rapidement. « Je ne comprends pas », balbutia Camille. « Papa n'aurait jamais… » Sa voix se brisa. Sylvie se pencha vers elle, le visage dur. Papa était un vieil homme fatigué qui ne voyait plus clair. Tu l'as manipulé, consciemment ou non. Chaque mot était une lame qui transperçait le cœur de Camille. Et maintenant, nous sommes dans la rue à cause de… Toi. L'accusation était si injuste, si cruelle, que Camille ne trouva pas la force de se défendre. Ses sœurs l'observaient avec cette satisfaction froide des prédateurs qui voient leur proie s'affaiblir. Elles avaient touché juste. Camille, dans sa culpabilité artificielle, ne chercherait pas à vérifier leur dire. « Qu'est-ce que vous voulez de moi ?» demanda-t-elle dans un souffle. Sylvie sourit. Un sourire de requin. « Ta générosité, ma chère sœur. Nous voulons que tu partages. » Le piège se refermait lentement, méthodiquement. « Mais tu comprends bien qu'on ne peut pas te faire confiance pour gérer tout ça. Tu es trop jeune, trop neuve. » Margot sortit une liasse de documents de son sac à main. « Nous avons trouvé une solution. Un arrangement qui convient à tout le monde. » Les papiers s'étalaient sur la table basse, couverts d'une écriture légale incompréhensible pour Camille. « Tu signes ça, et tu nous laisses gérer l'héritage. En échange, tu toucheras une rente mensuelle confortable. » Camille fixait les documents sans comprendre. « Et si je refuse ?» Céline laissa échapper un petit rire cristallin. « Tu ne refuseras pas, parce que sinon nous serons obligés de contester le testament.
de prouver que papa n'avait plus toute sa tête quand il l'a rédigé. Sylvie approuva. Et que tu as profité de sa faiblesse. Ça risque de prendre des années en justice. Pendant ce temps, tous les comptes seront gelés. Le silence qui suivit était lourd de menaces non formulées. Camille sentait le piège se refermer sur elle, mais elle ne comprenait pas encore à quel point ses sœurs étaient prêtes à aller loin. « Tu as 48 heures pour réfléchir », déclara Sylvie en se levant avec la grâce glaciale d'une reine qui vient de prononcer une sentence de mort. Les documents restaient étalés sur la table comme des cartes truquées dans une partie de poker mafieux. Camille les fixait sans parvenir à déchiffrer les termes juridiques qui scellaient son destin. Elle ne savait pas encore que ces papiers ne transféraient pas seulement son héritage, mais qu'ils contenaient une clause secrète rédigée par l'avocat véreux que ses sœurs avaient acheté. L'article 14, noyé dans un jargon incompréhensible, stipulait qu'en cas de comportement préjudiciable à la famille, Camille perdrait automatiquement tous ses droits et pourrait être relocalisée selon les nécessités familiales. Un euphémisme élégant pour dire qu'elle pourrait la vendre comme un objet si elle leur posait problème. Les heures qui suivirent s'écoulèrent dans un silence oppressant. Camille errait dans la maison familiale comme un fantôme, touchant les meubles, les photos, les souvenirs d'une époque où elle se croyait aimée. Ses sœurs avaient disparu, la laissant seule avec son angoisse et les documents maudits. Elle ne remarquait pas les coups de téléphone chuchotés derrière les portes fermées, ni les allées et venues suspectes qui agitaient la maison. Margot était au téléphone avec Dimitri Kozlov, un Russe qui dirigeait un réseau de trafic d'influence dans le 16e arrondissement. « La petite est parfaite », murmurait-elle en regardant par la fenêtre Camille qui pleurait dans le jardin. « Éduquée, belle, docile, exactement ce que cherchent tes clients fortunés. » À l'autre bout du fil, Dimitri ricanait. Il connaissait des hommes puissants qui payaient des sommes astronomiques pour ce genre de compagnie exclusive. Céline, elle, contactait Ahmed Ben Saïd, qui tenait plusieurs clubs privés dans le triangle d'or parisien. « Tu nous avais dit que tu cherchais des filles de bonne famille pour tes soirées VIP, » chuchotait-elle dans le combiné. « J'ai exactement ce qu'il te faut. » Ahmed était intéressé. Ses clients, hommes d'affaires corrompus et politiciens douteux, appréciaient la chair fraîche issue de la bourgeoisie. Sylvie, plus ambitieuse, avait pris contact avec Viktor Petrov, un oligarque russe en exil qui collectionnait les femmes, comme d'autres collectionnent les œuvres d'art. Elle vaut au moins 2 millions, calculait-elle en observant Camille à travers les rideaux de dentelle. Peut-être 3 si on joue bien nos cartes. Le lendemain matin, Camille descendit à la cuisine avec les documents signés. Elle avait renoncé, brisée par la culpabilité et la manipulation psychologique de ses sœurs. « Je ne veux plus me battre », dit-elle d'une voix éteinte en posant les papiers sur la table. « Prenez tout. Je ne veux plus rien. » Sylvie examina chaque signature avec satisfaction. « Tu as fait le bon choix, ma chérie. » Son sourire était celui d'un crocodile qui vient d'avaler sa proie. « Maintenant, nous devons discuter de ton avenir. » Elle sortit son téléphone et composa un numéro. « Dimitri, c'est fait. Elle a signé. Tu peux venir la voir. » Camille leva les yeux, surprise. « Qui est Dimitri ?» Margot lui caressa les cheveux avec une tendresse feinte. « Un ami qui va t'aider à démarrer ta nouvelle vie. Loin d'ici. Loin de tous ces souvenirs douloureux. » Les mots sonnaient comme une perceuse empoisonnée. 1 heure plus tard, 3 voitures aux vitres teintées se garèrent devant la maison. Dimitri Kozlov en sortit, accompagné de 2 hommes en costume sombre qui ressemblaient en plus à des gardes du corps qu'à des hommes d'affaires. Il avait 55 ans, des cheveux gris tirés en arrière et des yeux bleus qui ne sillaient jamais. Sa présence emplissait l'espace d'une menace silencieuse. « Où est-elle » demanda-t-il simplement. Sylvie le conduisit au salon où Camille attendait, inconsciente de ce qui se tramait. Quand elle vit entrer cet homme qu'elle ne connaissait pas, accompagné de ses sœurs qui arborèrent des sourires trop larges, son instinct lui hurla de fuir. Mais il était déjà trop tard. « Camille, je te présente Dimitri », annonça Sylvie, avec une joie factice. « Il dirige une agence de placement très exclusive. Il va t'aider à trouver un emploi adapté à tes qualités. » Dimitri s'approcha lentement, l'examinant comme un marchand de bétail évalue une bête. Il tourna autour d'elle,
remarquant sa taille fine, ses cheveux blonds qui captaient la lumière, ses yeux verts encore humides de larmes. « Excellente », murmura-t-il finalement. « Mes clients vont adorer. » Il sortit une liasse de billets de sa veste et la tendit à Sylvie. 50 000 d'acompte, le reste quand elle sera installée. Camille comprit soudain. L'horreur de la situation la frappa comme une gifle glacée. Elle recula, cherchant une issue, mais les deux gardes du corps ne pouvaient pas faire ça, balbutia-t-elle. « Je suis votre sœur. » Céline haussa les épaules avec indifférence. « Tu as signé les papiers, ma chérie. Maintenant, tu nous appartiens. » Margot approuva d'un hochement de tête. « C'est pour ton bien. Tu verras, ta nouvelle vie sera excitante. » Dimitri fit signe à ses hommes. Ils s'approchèrent de Camille avec une efficacité professionnelle glaçante. « N'ayez crainte, mademoiselle, » dit-il avec un accent russe prononcé. « Vous allez simplement changer d'environnement. Mes associés sauront prendre soin de vous. » C'est à ce moment précis qu'un bruit de moteur résonna dans la rue. Une Bugatti Chiron noire se gara devant la maison, ses chromes brillants sous le bas, soleil matinal comme les écailles d'un serpent de métal. Le vrombissement du moteur s'arrêta, laissant place à un silence pesant. Un homme en sortit. Grand, la quarantaine, vêtu d'un costume sur mesure qui épousait parfaitement sa silhouette. Athlétique, ses cheveux noirs étaient parfaitement coiffés, sa barbe de 3 jours taillée au millimètre. Mais c'étaient ses yeux qui glacèrent le sang. Gris acier, froid comme l'hiver russe, il semblait percer l'âme de quiconque osait les regarder. Dimitri blêmit en reconnaissant la silhouette qui remontait l'allée. « Merde !» souffla-t-il. « C'est Lucien Moretti. » Le nom claqua dans le salon comme un coup de fouet. Même les sœurs Moreau, dans leur ignorance du milieu, avaient entendu parler de lui. Lucien Moretti, patron de la familia la plus puissante de Paris, l'homme que même les Russes craignaient. La sonnette retentit, un son innocent qui fit sursauter tout le monde. Sylvie alla ouvrir les jambes tremblantes. Elle se retrouva face à face avec l'homme le plus dangereux de la capitale. « Monsieur Moretti, » balbutia-t-elle. « Nous ne vous attendions pas. » « Il est dans les calars » ne répondit pas immédiatement. Ses yeux balayèrent l'entrée, notant chaque détail, chaque visage, chaque geste nerveux. Puis il sourit. Un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux et qui transformait son visage en masque de politesse mortelle. « J'ai appris qu'il y avait une vente aux enchères ici, » dit-il d'une voix posée, presque douce. « Je suis toujours intéressé par les objets rares. » Il entra sans y être invité, ses pas résonnant sur le marbre comme un compte à rebours. Dans le salon, Dimitri et ses hommes s'étaient figés. Ils connaissaient la réputation de Moretti. Cet homme avait construit son empire sur les cendres de ses ennemis, et sa galanterie légendaire n'était qu'un vernis qui recouvrait une brutalité sans limite. Lucien découvrit Camille, recroquevillée dans son fauteuil, les yeux rougis par les larmes et la terreur. Quelque chose bougea dans son regard d'acier, une émotion fugace qu'il réprima aussitôt. « Voici donc la marchandise », murmura-t-il en s'approchant d'elle. Lucien Moretti s'arrêta devant Camille, ses yeux gris acier, la scrutant avec l'intensité d'un collectionneur qui examine un diamant rare. Le silence dans le salon était si épais qu'on entendait le tic-tac de l'horloge grand-père, comme un métronome marquant les derniers instants de l'innocence. Dimitri transpirait malgré la fraîcheur matinale. Il connaissait assez Moretti pour savoir que quand ce dernier s'intéressait à quelque chose, il l'obtenait. Toujours. « Elle n'est pas à vendre », tenta Dimitri d'une voix qu'il voulait ferme mais qui tremblait légèrement. « J'ai déjà conclu l'affaire avec ces dames. » Il désigna les 3 sœurs qui s'étaient regroupées près de la cheminée, soudain conscientes qu'elles avaient peut-être réveillé un monstre plus grand qu'elles ne pouvaient le contrôler. Lucien ne se retourna même pas vers lui. Ses yeux restaient fixés sur Camille, et elle sentait ce regard comme une caresse glacée sur sa peau. « Tout est à vendre, mon cher Dimitri », murmura-t-il, sans quitter la jeune femme des yeux. « Il suffit de trouver le bon prix. » Il fit quelques pas autour du fauteuil où elle était assise, l'observant sous tous les angles avec la patience d'un fauve qui évalue sa proie. « Quel âge as-tu, ma belle ?» demanda-t-il d'une voix si douce qu'elle en devenait terrifiante. Camille ouvrit la bouche mais aucun son n'en sortit. La peur lui serrait la gorge comme un étau. « 22 ans,
répondit Sylvie à sa place, espérant gagner les faveurs de ce nouveau prédateur qui semblait encore plus dangereux que le Russe. Lucien hocha la tête avec satisfaction. L'âge parfait. Assez jeune pour être modelé, assez mûr pour comprendre les règles. Il s'accroupit devant Camille, se mettant à sa hauteur. De près, elle pouvait voir les cicatrices fines qui marquaient ses mains, vestiges de combats anciens. « Dis-moi, Piccola, sais-tu pourquoi tes sœurs veulent se débarrasser de toi ?» La question était un piège. Camille le sentait. Mais elle était trop bouleversée pour réfléchir clairement. Elles disent que j'ai tout pris. L'héritage de papa. Sa voix se brisa sur le dernier mot. Lucien sourit, et ce sourire était plus effrayant que sa colère aurait pu l'être. Tes sœurs mentent, dit-il simplement. Les mots tombèrent dans le salon comme des pierres dans un étang, créant des ondulations de panique. Margot fit un pas en avant, prête à protester, mais le regard que lui lança Lucien la figea sur place. Vos parents ont réparti l'héritage équitablement entre vous quatre. J'ai vérifié auprès du notaire avant de venir. Le sang se retira du visage de Sylvie. Comment cet homme pouvait-il connaître des détails si intimes de leur famille? Lucien se releva lentement, sa présence emplissant l'espace comme une menace tangible. Tes chères sœurs ont déjà vendu leur part, continua-t-il en s'adressant à Camille. Pour une bouchée de pain, parce qu'elles avaient besoin d'argent. Rapidement, elles ont des dettes de jeu, tu vois, de très grosses dettes. Céline laissa échapper un hoquet de surprise. Leurs secrets les plus sombres se dévoilaient, un à un, sous le regard impitoyable de Moretti. Maintenant, elles veulent récupérer ta part, poursuivit-il. Et comme elles ne peuvent pas te forcer légalement, elles ont décidé de te vendre. Intelligent, mais pas très original. Dimitri commençait à reculer vers la sortie, suivi de ses hommes. Il avait compris que l'affaire tournait mal et qu'il valait mieux disparaître avant que Moretti ne décide de s'occuper de lui. « Nous allons y aller », balbutia-t-il. Visiblement, il y a eu un malentendu. « Reste », ordonna Lucien sans même le regarder. Le ton était si glacial que le Russe s'immobilisa instantanément. « Tu vas assister à une leçon de commerce, ça pourrait être utile à l'avenir. » Il se tourna vers les trois sœurs qui se serrèrent maintenant les unes contre les autres comme des enfants prises en faute. « Combien vous a proposé Dimitri ?» demanda-t-il d'un ton désinvolte. Sylvie hésita avant de répondre. 200 000 euros. Lucien éclata de rire, un son cristallin qui contrastait étrangement avec l'atmosphère pesante. 200 000 ? Pour une héritière de bonne famille, éduquée, vierge probablement ? Il secoua la tête avec amusement. « Dimitri, tu deviens pingre avec l'âge. » Le Russe serrait les poings, humilié mais n'osant pas répliquer. Lucien sortit son portefeuille et en tira une carte bancaire qu'il tendit à Sylvie. « Le code PIAN est 1947. Va vérifier le solde. » Sylvie prit la carte d'une main tremblante et se dirigea vers l'ordinateur familial. Quand elle vit les chiffres s'afficher à l'écran, elle faillit s'évanouir. 15 millions d'euros. Chuchota-t-elle. Ses sœurs se précipitèrent pour regarder, par-dessus son épaule. Lucien observait leur avidité avec dégoût. « Je vous propose un marché, » annonça-t-il. « Vous me cédez Camille, et je vous laisse cette carte. 15 millions, c'est bien plus que ce que vous aurez jamais en vendant vos charmes aux Russes. » L'offre était si énorme qu'elle dépassait leurs rêves les plus fous. Margot calculait déjà mentalement sa part. 5 millions chacune. De quoi vivre comme des reines jusqu'à la fin de leurs jours. « Mais nous voulons aussi votre voiture », ajouta Céline avec une audace qui surprit tout le monde. Lucien haussa un sourcil, amusé par tant de cupidité. « Ma Bugatti ?» Il se dirigea vers la fenêtre et contempla le bolide qui brillait sous le soleil. « Cette voiture vaut 4 millions d'euros. Elle a été fabriquée spécialement pour moi. » Il se retourna vers elle avec un sourire carnassier. « Mais pourquoi pas? Après tout, vous me vendez quelque chose d'inestimable. » Il sortit les clés de sa poche et les lança à Sylvie qui les rattrapa au vol. « Marché conclu », dit-elle sans même consulter ses sœurs. Camille assistait à cette négociation comme dans un cauchemar. On marchandait sa vie comme celle d'un animal, et ses propres sœurs étaient prêtes à la brader pour de l'argent. « Attendez », murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Tous les regards se tournèrent vers elle. « Je ne suis pas d'accord. »
Lucien s'approcha d'elle avec cette démarche de félin qui le caractérisait. « Tu n'as pas le choix, Piccola. Tes sœurs sont tes tutrices légales depuis que tu as signé ces papiers. » Il désigna les documents encore étalés sur la table. « Mais tu peux choisir ton destin, » continua-t-il en s'accroupissant de nouveau devant elle. « Venir avec moi, ou partir avec Dimitri et ses amateurs de chair fraîche. » Le choix était un leurre, et ils le savaient tous. Entre les mains expertes de Dimitri, elle finirait dans un bordel de luxe, droguée et brisée en quelques mois. Avec Lucien, son sort serait peut-être différent, mais pas nécessairement meilleur. Camille ferma les yeux et imagina ses parents. Qu'auraient-ils pensé de voir leur fille cadette vendue comme une esclave par ses propres sœurs? La honte la submergea, suivie d'une colère sourde qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Quand elle rouvrit les yeux, quelque chose avait changé, dit-elle en fixant Lucien droit dans les yeux. « Je veux que mes sœurs sachent ce qu'elles perdent, vraiment. » Lucien inclina la tête, intrigué. « Et que perdent-elles, selon toi ?» Camille se leva lentement, retrouvant une dignité qu'elle croyait avoir perdue. « Elles perdent la seule personne qui les aimait encore malgré tout, » répondit-elle d'une voix plus ferme. « Et elles perdent leur dernière chance de redevenir humaines. » Ces mots frappèrent ses sœurs, comme autant de gifles. Pour la première fois depuis des années, elles virent dans le regard de Camille non plus la petite sœur naïve qu'elle pouvait manipuler, mais une femme qui venait de grandir d'un coup. Lucien applaudit lentement. « Bravissimo, Piccola. Tu commences à comprendre les règles du jeu. » Il se tourna vers Dimitri qui n'osait plus bouger. « Tu peux partir maintenant, et si j'apprends que tu racontes cette histoire à qui que ce soit, tes associés recevront des photos très compromettantes de tes dernières vacances à Bangkok. » Le Russe et ses hommes s'éclipsèrent, sans demander leur reste. Les trois sœurs restaient figées, réalisant peu à peu l'énormité de ce qu'elles venaient de faire. Elles avaient vendu leur sœur à l'homme le plus dangereux de Paris pour de l'argent et une voiture. Vous savez, il y a des histoires qui nous marquent profondément parce qu'elles révèlent les abîmes de la nature humaine. Celle de Camille nous interroge sur jusqu'où peut aller la trahison familiale et comment l'amour peut se transformer en marchandise. Si cette histoire vous bouleverse autant que moi, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir la suite de ce récit glaçant. Et dites-moi en commentaire, pensez-vous que Camille a fait le bon choix en acceptant de suivre Lucien? Êtes-vous capable d'imaginer vendre un être cher pour de l'argent? Ou cette idée vous révulse-t-elle autant qu'elle devrait? Lucien tendit sa main gantée à Camille, avec la courtoisie glacée d'un gentleman du 19e siècle. « Viens, Piccola, ta nouvelle vie t'attend. » Elle hésita un instant, regardant une dernière fois ses sœurs qui comptaient déjà mentalement leur fortune. Aucune d'elles ne la regardait. Elles étaient déjà passées à autre chose, comme si elles n'avaient jamais existé. Camille prit, la main tendue, et sentit immédiatement la force qui se cachait sous cette politesse de façade. Les doigts de Lucien se refermèrent sur les siens, avec une possession silencieuse qui lui fit comprendre qu'elle venait de franchir une ligne invisible. Il n'y aurait pas de retour en arrière possible. « Au revoir, mes chères sœurs, » dit Lucien, avec un sourire qui ne présageait rien de bon. « Profitez bien de votre argent. J'espère qu'il vous tiendra chaud la nuit quand vous réaliserez ce que vous venez de perdre. » Il guida Camille vers la sortie sans se retourner, laissant derrière eux trois femmes qui venèrent de vendre leur âme pour quelques millions d'euros. La Bugatti attendait dehors, ses lignes parfaites reflétant les nuages qui s'amoncelaient dans le ciel parisien. Lucien ouvrit la portière passager avec une galanterie qui contrastait étrangement avec les circonstances. « Après toi, ma belle. » Camille s'installa dans le siège de cuir italien, respirant l'odeur de luxe et de danger qui imprégnait l'habitacle. Le moteur ronronna sous eux comme un fauve réveillé. Lucien conduisait avec une précision chirurgicale, ses mains expertes caressant le volant comme il aurait caressé une arme. Il traversait Paris sans un mot, et Camille observait la ville défiler derrière les vitres teintées. Chaque kilomètre l'éloignait de son ancienne vie, la rapprochant d'un destin qu'elle ne pouvait imaginer. « Où m'emmenez-vous » demanda-t-elle, finalement sa voix se perdant dans le ronronnement du moteur. Lucien lui jeta un regard de côté, ses yeux gris reflétant les lumières de la circulation. « Chez moi » répondit-il simplement. « Tu es ma propriété maintenant, Piccola. »« Il est normal que tu vives sous mon toit. » Le mot « propriété » résonna dans l'esprit de Camille comme un glas.
Elle n'était plus une femme libre, mais un objet de collection dans la galerie privée d'un homme dangereux. Cette réalité s'abattit sur elle avec la force d'un tsunami, lui coupant le souffle. Ils s'arrêtèrent devant un hôtel particulier du 16e arrondissement, une bâtisse du 19e siècle aux façades de pierre blonde qui respirait l'ancien pouvoir et l'argent, immémorial. 2 hommes en costume sombre apparurent immédiatement, ouvrant les grilles de fer forgées avec une synchronisation parfaite. Ils ne regardaient pas Camille directement, mais elle sentait leurs yeux l'évaluer, la cataloguer, l'enregistrer comme une nouvelle acquisition du patron. L'intérieur de la demeure était un mélange saisissant d'élégance classique et de technologie moderne. Des marbres anciens côtoyaient des écrans discrets, des tapisseries d'Aubusson encadraient des systèmes de sécurité ultra-modernes. Chaque détail criait le pouvoir et la richesse, mais aussi quelque chose de plus sombre, une menace latente qui imprégnait l'atmosphère comme un parfum vénéneux. « Helena !» appela Lucien. Une femme d'une 50aine d'années apparut, vêtue d'un tailleur strict, qui ne parvenait pas à masquer complètement sa beauté fanée. Ses cheveux noirs étaient tirés en chignon serré, et ses yeux sombres évaluèrent Camille avec l'expertise d'une professionnelle. « Voici Camille !» annonça Lucien. « Elle va vivre ici désormais. Occupe-toi d'elle. » Helena hocha la tête sans poser de questions. Dans cette maison, on n'interrogeait pas les décisions du maître. « Bien, monsieur. Dois-je préparer la chambre ?»« Pleut ?» Lucien réfléchit un instant. « Non. La chambre dorée. Celle avec vue sur le jardin. Camille mérite ce qu'il y a de plus beau. » Le compliment sonnait comme une menace déguisée. Helena fit signe à Camille de la suivre. Elles montèrent un escalier de marbre aux rampes dorées, traversèrent des couloirs tapissés de soie et ornés de tableaux de maîtres. Camille reconnut un Monet, un Renoir, des œuvres qui valèrent des fortunes, et qui étaient exposées ici comme de simples décorations domestiques. La chambre dorée portait bien son nom. Les murs étaient recouverts de soie dorée, le lit à baldaquin sculpté dans un bois précieux, les rideaux de velours tombaient en plis parfaits devant de hautes fenêtres qui donnaient sur un jardin à la française. C'était somptueux, oppressant, et terriblement isolé du reste du monde. Les règles sont simples, expliqua Helena d'une voix neutre. Vous ne sortez pas sans autorisation. Vous ne recevez personne sans permission. Vous ne téléphonez à personne sans accord préalable. Elle ouvrit une armoire révélant des dizaines de robes, toutes dans la taille exacte de Camille. Monsieur Moretti a fait préparer une garde-robe complète. Il a l'œil pour ces choses-là. Camille touchait les tissus soyeux, réalisant que Lucien avait planifié son enlèvement dans les moindres détails. Il connaissait sa taille, ses goûts probables, ses besoins. Depuis combien de temps l'observait-il? Depuis combien de temps attendait-il le bon moment pour la récupérer? Et si je refuse de porter ses vêtements? Demanda-t-elle avec un semblant de défi. Helena sourit, mais ce sourire ne montait pas jusqu'à ses yeux. Vous apprendrez vite que refuser Monsieur Moretti n'est pas une option viable. Il sait être persuasif. La menace était claire sans être explicite. Helena quitta la chambre, laissant Camille seule avec ses pensées et ses terreurs. Elle s'approcha de la fenêtre et observa le jardin en contrebas. Il était magnifique, parfaitement entretenu, mais elle remarqua les caméras discrètement installées dans les arbres, les capteurs de mouvement cachés dans les buissons. Cette maison était une prison dorée, et elle en était désormais la prisonnière la plus précieuse. Le soir tomba sur Paris, et avec lui vint l'heure du dîner. Helena revint chercher Camille, qui avait finalement enfilé une des robes prévues. Pour elle, une création en soie noire qui épousait parfaitement ses formes. « Monsieur vous attend dans la salle à manger », annonça-t-elle. Lucien l'attendait debout près d'une table dressée pour deux, éclairée par des bougies qui jetaient des ombres dansantes sur les murs lambrissés. Il avait troqué son costume pour une tenue plus décontractée, mais son élégance naturelle n'en était que plus frappante. « Tu es ravissante, Piccola », dit-il en lui avançant une chaise. « Cette robe te va à merveille. » Le repas fut servi, par des domestiques silencieux qui apparaissaient et disparaissaient comme des fantômes. Lucien mangea avec appétit, racontant des anecdotes sur les œuvres d'art qui décorèrent la pièce, dissertant sur les vins qu'il faisait servir. Il jouait parfaitement le rôle de l'hôte cultivé et raffiné, mais Camille sentait la prédateur
qui sommeillait sous ce vernis de civilisation. « Tu ne manges pas ?» remarqua-t-il en coupant délicatement sa viande. « La cuisine ne te plaît pas ?» Camille reposa sa fourchette. « J'ai du mal à avoir de l'appétit quand je viens d'être vendu comme une esclave. » Lucien éclata de rire, un son cristallin qui résonna dans la pièce comme un carillon funèbre. « Esclave. Tu dramatises, ma chère. Tu es mon invitée. Une invitée très spéciale, certes, mais une invitée quand même. » Il se pencha vers elle, ses yeux gris plantés dans les siens. « Et les invitées se doivent d'être reconnaissantes envers leur hôte, tu ne crois pas ?» Le sous-entendu était transparent. Camille comprit qu'elle entrait dans une phase de dressage subtil, où chaque geste, chaque parole, chaque regard serait pesé et évalué. Lucien ne la briserait pas brutalement. Il la façonnerait lentement, patiemment, jusqu'à ce qu'elle devienne exactement ce qu'il voulait qu'elle soit. « Que voulez-vous de moi ?» demanda-t-elle directement. Lucien termina son verre de vin avant de répondre, savourant le suspense qu'il crée, dit-il finalement. Élégante, cultivée, obéissante. Je veux que tu apprennes à me faire plaisir en toutes choses. Les mots étaient choisis avec soin, ambigus, laissant planer toutes les interprétations possibles. Camille sentit un frisson glacé remonter le long de sa colonne vertébrale. Elle commençait à comprendre que Lucien Moretti était infiniment plus dangereux que Dimitri ou n'importe lequel de ses prédécesseurs. Car lui ne voulait pas simplement posséder son corps. Il voulait posséder son âme. Les semaines qui suivirent s'écoulèrent dans un rythme hypnotique fait de leçons subtiles et de conditionnements invisibles. Chaque matin, Helena réveillait Camille à 8 heures précises, lui apportant un plateau de petit déjeuner français traditionnel sur de la porcelaine de Limoges. Chaque geste était calculé pour créer une routine luxueuse qui endormirait lentement sa vigilance. À 9 heures, Madame Dubois arrivait pour les cours de maintien. Cette femme de 70 ans, ancienne danseuse étoile reconvertie en professeur d'étiquette, enseignait à Camille l'art de se mouvoir avec grâce, de s'asseoir sans bruit, de manger sans jamais montrer ses dents. « Une dame ne révèle jamais ses émotions par ses gestes », répétait-elle en corrigeant la posture de Camille. « Votre corps doit être un livre fermé que seuls les initiés savent lire. » À 11 heures, c'était Monsieur Chen qui prenait le relais. Ce professeur de langue polyglotte perfectionnait l'italien de Camille, lui enseignait des rudiments de russe et de mandarin. « Monsieur Moretti reçoit beaucoup d'invités internationaux », expliquait-il. « Il apprécie que ces protégés puissent converser dans leur langue maternelle. » Le mot « protégé » était chargé de sous-entendus que Camille préférait ne pas explorer. L'après-midi était consacré à l'art et à la culture. Madame Ferrier, historienne de l'art, lui enseignait à reconnaître les œuvres, à en parler avec intelligence, à briller dans les conversations mondaines. Camille apprenait que Lucien possédait des Picasso volés, des sculptures antiques sorties illégalement de Grèce, des manuscrits médiévaux qui avaient mystérieusement disparu de bibliothèques européennes. Chaque information était un nouveau lien qui l'attachait à cet univers criminel. Helena lui expliquait subtilement qu'elle détenait maintenant des secrets qui pourraient détruire des carrières, faire tomber des gouvernements. « Vous comprenez pourquoi Monsieur Moretti ne peut pas vous laisser partir ?» murmurait-elle en brossant les cheveux de Camille. « Vous en savez déjà trop. » Lucien lui-même apparaissait de manière imprévisible, surgissant dans sa chambre sans prévenir, l'invitant à dîner quand l'envie lui prenait, l'emmenant parfois en promenade dans Paris. Il ne la touchait jamais, ne formulait jamais d'exigences explicites, mais sa présence était une constante pression psychologique qui l'usait lentement. « Tu fais des progrès remarquables, Piccola », lui dit-il un soir alors qu'il dînait dans le jardin d'hiver de la demeure. « Mes associés ont été très impressionnés par ta culture lors de notre dernière réception. » Camille ne se souvenait pas d'avoir impressionné qui que ce soit. Elle se rappelait seulement avoir souri poliment, en servant le thé à des hommes au regard froid, qui parlaient à voix basse d'affaires qu'elle ne voulait pas comprendre. « Que se passe-t-il si je refuse de continuer cette éducation ?» demanda-t-elle en reposant sa tasse de porcelaine. Lucien sourit, ce sourire de prédateur qui lui glaçait toujours le sang. « Tu ne refuseras pas, parce que tu commences à aimer cette vie. » Avoue-le, il avait raison, et cette vérité la terrifiait plus que toutes ses menaces. Elle s'habituait au luxe, aux soins constants, à l'attention dont elle était l'objet. Ses anciennes angoisses s'estompaient,
remplacée par une langueur dorée qui l'inquiétait. Elle perdait peu à peu le souvenir de qui elle était avant, comme si Camille Moreau s'effaçait pour laisser place à quelqu'un d'autre. Un matin, Elena lui apporta une lettre avec son petit déjeuner. « De vos sœurs », annonça-t-elle, avec un sourire en coin. Camille déchira l'enveloppe avec des mains tremblantes. Les mots de Sylvie dansaient devant ses yeux. « Ma chère Camille, nous espérons que tu vas bien. Nous avons utilisé l'argent pour acheter une villa en Côte d'Azur. La vie est merveilleuse ici. Nous ne regrettons rien. Pas un mot d'excuse. Pas un signe de remords. » Ses sœurs coulèrent des jours heureux grâce à l'argent de sa vente, et elle tenait à le lui faire savoir. Camille froissa la lettre, sentant quelque chose se durcir définitivement dans son cœur. Ces femmes qui avaient partagé son enfance, qui avaient pleuré aux funérailles de leurs parents, qui l'avaient vendu comme un objet, ne méritaient plus ni son amour ni ses regrets. « Mauvaise nouvelle ?» demanda Lucien en entrant dans sa chambre sans frapper. Il portait un smoking parfaitement ajusté et une montre qui valait probablement plus que l'ancienne maison familiale. Camille lui tendit la lettre froissée. Il la lut en silence, son visage ne trahissant aucune émotion. « Tes sœurs ont toujours eu un goût détestable, » commenta-t-il finalement. « Une villa en Côte d'Azur, quelle vulgarité. Avec 15 millions, elles auraient pu s'acheter un château en Toscane. » Il jeta la lettre dans la cheminée où elle se consuma lentement. « Heureusement, tu as plus de classe qu'elle. » Cette nuit-là, Camille fit un rêve étrange. Elle se voyait dans un miroir, mais son reflet était celui d'une inconnue. Une femme élégante aux gestes étudiés, au sourire parfait, aux yeux vides. Elle se réveilla en sursaut, le cœur battant, réalisant qu'elle ne savait plus très bien où finissait le rêve et où commençait la réalité. 6 mois après son arrivée dans la demeure, Lucien l'emmena à l'Opéra de Paris pour une représentation de la Traviata. Camille portait une robe de soirée griffée et des bijoux qui auraient nourri une famille pendant des années. Dans la loge privée de Lucien, elle observait les autres spectateurs en contrebas, ces gens normaux qui menaient des vies normales. « Regrettes-tu ta ancienne existence ?» murmura Lucien à son oreille pendant l'entracte. Sa question la prit au dépourvu. Regrettait-elle vraiment sa vie d'avant, sa famille toxique, ses sœurs manipulatrices, son ignorance du monde ? « Je ne sais plus, » répondit-elle honnêtement. « Tu mens, » dit-il en souriant. « Tu as trouvé ta vraie nature ici avec moi. Tu es né pour cette vie de luxe et de secret. Tes sœurs t'ont rendu service en te vendant. » Ces mots résonnèrent en elle comme une vérité dérangeante. Peut-être avait-il raison. Peut-être était-elle réellement à sa place dans cette prison dorée. En rentrant de l'opéra, ils trouvèrent Helena qui les attendait avec un air inhabituellement sombre. « Monsieur, il y a eu un problème avec les demoiselles Moreau. » Lucien fronça les sourcils. « Quel genre de problème ?» Helena hésita avant de répondre. « Elles sont mortes, monsieur. Accident de voiture sur la corniche. Leur villa a brûlé hier soir. Il ne reste rien. » Le silence qui suivit était assourdissant. Camille sentit ses jambes se dérober sous elle. Ses sœurs, malgré tout ce qu'elle lui avait fait, étaient mortes. Elle était désormais seule au monde, sans famille, sans passé, sans autre identité que celle que Lucien lui construisait jour après jour. « C'est tragique, » dit Lucien d'une voix neutre. « Ces voitures de sport sont si dangereuses. » Il se tourna vers Camille avec une expression indéchiffrable. « Tu n'as plus personne. Maintenant, Piccola, plus personne que moi. » La réalisation la frappa comme une gifle. L'accident était-il vraiment un accident ? Lucien avait-il orchestré la mort de ses sœurs pour couper ses derniers liens avec le monde extérieur ? Elle le regarda dans les yeux, cherchant une réponse qu'elle ne trouva pas. « Viens, » dit-il en lui tendant la main. « Il faut que tu voies quelque chose. » Il la conduisit dans son bureau, une pièce qu'elle n'avait jamais eu le droit de visiter. Sur le mur, un portrait la représentait, peint dans le style des maîtres anciens. Elle était représentée en Vénus, belle et éthérée, mais avec quelque chose de brisé dans le regard. « Je l'ai commandé le jour où je t'ai vu pour la première fois, » expliqua Lucien. « Tu avais 15 ans. Tu sortais du lycée avec tes camarades, et j'ai su immédiatement que tu serais mienne un jour. » Camille recula, horrifiée. Il l'observait, depuis des années, attendant patiemment le bon moment pour la capturer. « Bienvenue dans ta vraie vie, Camille Moretti, »
murmura-t-il en refermant la porte du bureau derrière eux. Car c'est ton nom maintenant. Tu portes le mien, tu vis sous ma protection, tu respires selon ma volonté. Dans la pénombre du bureau, entourée des secrets et des crimes de cet homme, Camille comprit qu'elle avait cessé d'exister en tant que personne libre. Elle était devenue un objet d'art dans la collection privée d'un monstre raffiné, et le plus terrifiant était qu'une partie d'elle-même commençait à s'en accommoder. Dehors, Paris brillait de mille feux, indifférent au destin d'une jeune femme qui venait de découvrir que parfois, les cages les plus dorées sont aussi les plus impossibles à briser. Cette histoire nous confronte à une réalité dérangeante. Comment l'isolement et la manipulation peuvent transformer une victime en complice de son propre enfermement. Camille nous montre que la résistance s'érode face à un prédateur patient qui sait mélanger violence et séduction. Si ce récit vous a bouleversé autant qu'il m'a marqué en l'écrivant, rejoignez-nous en vous abonnant pour découvrir d'autres histoires qui explorent les zones. Pensez-vous que Camille aurait pu s'échapper si elle avait agi différemment? À quel moment exact a-t-elle perdu sa dernière chance de liberté? Et vous? Auriez-vous résisté à cette transformation progressive, ou auriez-vous, comme elle, fini par accepter cette prison dorée?